Bonjour, nous allons présenter dans cette vidéo ce qu'est un torseur. Alors pour cela, nous allons d'abord commencer par parler de la notion de champ de vecteur. Alors un champ de vecteur, il y en a deux types. Il peut être constant. Donc si je prends un champ de vecteur constant, que je vais noter R, donc dans le cas d'un torseur, R sera appelé la résultante. Donc un champ de vecteur constant, c'est tout simplement un vecteur, R, donc, je l'ai appelé R, qui va être constant, c'est-à-dire qu'en tout point de l'espace, ce champ de vecteur sera un invariant, donc ne changera pas. Donc au point A, nous aurons donc le vecteur R. Au point B, nous aurons toujours le vecteur R. Donc en tout point de l'espace, ce vecteur ne variera pas, tout simplement. Donc au point C, nous aurons toujours le vecteur R, etc., etc. Alors vous connaissez des champs de vecteurs qui sont constants. Si vous fouillez un peu dans vos souvenirs récents, nous avons par exemple le champ de la pesanteur. Donc si on prend le champ de la pesanteur, donc on vous a bien défini ça comme étant un champ, vous avez tout simplement le vecteur G, hein, qui est représenté comme ceci, et en tout point de l'espace, ce vecteur G est invariant, donc c'est le même. Donc dans ce cas-là, nous avons un champ d'accélération. Donc le vecteur est vertical au niveau de son support, descendant, parce qu'il va vers le bas, et donc la norme de ce vecteur vaut 9,81. Donc dans le cas général, nous avons exactement la même chose. Nous avons un support, qui est donc la droite delta, qui sera support du vecteur. Je vais mettre ici. Donc voilà, donc ça c'est la droite delta. Nous avons un sens, donc là c'est plutôt vers la droite et vers le haut. Double flèche, notation assez intéressante, qui veut dire que ça va vers la droite, vers le haut et ne définit pas la norme. Et nous avons ensuite la norme du vecteur, donc qui est ici, qui va définir donc la longueur de ce vecteur. Et le point d'application, donc si le vecteur part du point A. Donc voilà pour ce premier type de champ vectoriel. Alors nous avons ensuite un deuxième type de champ, donc, qui est un champ de vecteur qui n'est pas constant. Alors si ce champ de vecteur n'est pas constant, c'est-à-dire que le vecteur va dépendre du point. Il va dépendre du point suivant une certaine loi. Alors là, je vais parler de champ de vecteur dit antisymétrique. Donc antisymétrique. Alors si je prends un champ de vecteur antisymétrique, bon, nous on va parler de champ de moment. Le vecteur, je vais l'appeler M mathématiquement. Donc M comme moment. Et ce moment va dépendre du point. Donc ce qui veut dire que si je me mets en un point A, je peux par exemple avoir un moment qui est comme ceci. Donc là, ça sera le moment en A. Au point B, donc je vais mettre ici, le moment en B, là, ne sera plus identique. Et la définition d'un champ de moment antisymétrique, c'est que le moment en B va être égal au moment en A plus BA vectoriel R. Donc vous reconnaissez le fameux Babar. Donc ça c'est un moyen mémotechnique. Ici, BA, R. Donc moment A égale moment B égale moment A plus BA vectoriel R. Donc on parle, alors le terme scientifique, c'est l'antisymétrie d'un champ vectoriel de vecteurs. Entre nous, ça sera Babar. On parle aussi de la loi de Varignon. Donc, nom de son inventeur. Donc, il définit ceci. Alors, si j'essaie de dessiner cela, pour bien vous faire comprendre ce qui se passe, en fait, je vais dessiner tout simplement le vecteur BA. Donc, nous avons ici le vecteur BA. Ça, c'est le vecteur BA, d'accord.
Ce vecteur BA, alors je vais recopier le vecteur R, pardon, je ne l'ai pas encore dessiné. Hein. Donc, imaginons que le vecteur R soit comme ceci, par exemple. Donc, ça sera le vecteur R. Donc, le vecteur R, on va le mettre comme ceci, par exemple. Voilà. Donc, qui sera le champ de vecteur constant, qui lui ne varie pas. Donc, je le recopie ici. D'accord. Je vais dessiner là, cette droite, c'est en fait le vecteur BA. Hein. Donc, nous avons ici le plan qui est défini par les deux vecteurs AB et R. Donc, nous avons là le plan, ici. Et si je construis maintenant, je vais remettre une autre couleur, violet par exemple, je vais construire BA vectoriel R. Donc, BA vectoriel R est un vecteur qui est orthogonal au plan défini par les deux vecteurs. Et nous allons tout simplement trouver un vecteur qui va être comme ceci. Donc ça, c'est BA vectoriel R. Donc ça, rappelez-vous, hein, soit vous faites pouce index majeur, soit vous dites quand je tourne de BA vers R, hein, comme ceci, je visse, et donc je vais vers le bas et j'obtiens le vecteur produit vectoriel. Donc finalement, je vais tout simplement recopier maintenant le moment A ici. Nous avons ici le moment A. Je vais reprendre la figure après. Donc ça, c'est le moment A. Et j'utilise maintenant la loi de Varignon qui dit que le moment B, c'est le moment A, donc ce vecteur, plus BA vectoriel R. Donc il suffit tout simplement maintenant d'ajouter à l'extrémité ici BA vectoriel R. D'accord. Et je vais obtenir, je vais remettre une nouvelle couleur. Donc par exemple, que ce soit marron. Et nous obtenons ici le moment en B. Alors, le moment en B n'est pas forcément dirigé suivant la droite BA. Hein. Là, c'est la construction qui fait ceci. Voilà. Donc, je reprends. Donc, nous avons un vecteur R qui est ici, qui ne dépend pas du point. Donc, c'est-à-dire qu'en A, il est là, en B, il est ici, en B, il est ici. Nous avons un vecteur moment qui dépend du point. Je l'ai mis ici, par exemple. Hein. Donc, de façon quelconque, c'est-à-dire, il n'est ni nul, ni collinéaire à R, ni orthogonal à R. On traitera les cas particuliers après. Au point B, j'ai recopié R. Bon, moment A, je n'ai pas besoin de le recopier. Là, je l'ai recopié pour la construction. Je définis le produit vectoriel AB vectoriel R qui est ici, d'accord. Et je somme maintenant le moment A et AB vectoriel R pour trouver le moment en B. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'en fait, en tout point de l'espace, hein, je peux m'amuser par exemple, bon, je ne vais pas le construire, vous pourrez le faire si vous voulez. Si je me mets au point C, qui est ici, je peux recopier donc le vecteur R déjà. Bon, je vais garder la même couleur là. Donc là, on aura le vecteur R. Okay. Et je pourrais ensuite, par construction, calculer le moment en C avec la loi du Babar, en disant que le moment en C est égal au moment A plus CA vectoriel R. Donc ça ferait K quart. Je pourrais très bien dire que le moment en C, c'est le moment en B, à partir de ce moment-là, plus CB vectoriel R. Donc là, ça ne fait pas quelque chose de particulier, puisqu'on n'est pas sur, on a que des consonnes. Hein. Moment en C égale moment en B, plus CB vectoriel R, etc. Voilà. Donc, ce que l'on définit maintenant comme étant un torseur, donc le fameux torseur, hein, que je vais noter T, T rond à l'ancienne, va être constitué, de la résultante, que l'on met obligatoirement à gauche, par définition, et d'un moment. Donc là, je vais le mettre au point A, par exemple. Donc le torseur, qu'on appelle torseur, est constitué, c'est en fait un champ de moment antisymétrique,
où le moment va dépendre du point et d'un autre vecteur qui est le vecteur constant, donc la résultante. On peut exprimer ce torseur en un autre point. Donc je vais mettre ici R moment en B. Voilà. Alors, il faut remarquer, j'ai mis une triple barre, ce n'est pas une congruence. Hein. On n'a pas le droit de mettre une égalité parce que les résultantes sont égales, mais les moments sont différents. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le même objet, mais exprimé en des points différents. Donc nous avons ici tout simplement le torseur écrit soit au point A, d'accord, soit au point B. Donc on appelle ceci un changement de point de torseur. Voilà. Donc ça, on verra l'application directe hein, en cinématique, en statique, en cinétique, en dynamique. Hein, et on verra que c'est très pratique. Alors le torseur, maintenant, il a été défini donc mathématiquement des opérations sur les torseurs. Donc, pour pouvoir définir un espace vectoriel, hein, on verra un jour peut-être dans un cours de maths que le torseur constitue un espace vectoriel de dimension 6. Alors, dimension 6, pour quelle raison? Tout simplement, si vous l'écrivez en notation verticale, donc dans une base B, alors très important, il faut dire que le point, donc là il est en A, d'accord? La base, puisque je vais l'écrire verticalement, donc je peux dire que dans une base B, la résultante a 3 composantes, Rx, Ry, Rz. Donc composante de résultante suivant X, suivant Y, suivant Z. Et le moment a aussi 3 composantes, Mx, My, Mz. Donc normalement, il faudrait préciser en A à chaque fois. On pourrait faire pareil en B. Donc cette notation est appelée le plus carrien. Donc le plus carrien, c'est tout simplement l'expression de chacun des vecteurs dans une base en dimension 3. Nous avons donc 6 coordonnées. Alors, pour définir cette fameuse structure d'espace vectoriel, hein, il a été défini 2 opérations, hein, comme en algèbre classique. Donc vous avez tout d'abord la somme de 2 torseurs. Alors c'est relativement évident. Donc si je prends un torseur T1, qui aura une résultante 1 et un moment 1, exprimé par exemple au point A. Je prends un deuxième torseur, le torseur T2, donc qui aura une résultante 2, un moment 2, qui peut être exprimé en un autre point. Je prends le point B. Le torseur somme, T1 plus T2, c'est tout simplement, logiquement, pour les résultantes, on les somme, c'est indépendant du point, d'accord? Et les moments, on les somme aussi. Mais là, évidemment, vous me voyez venir, j'espère, on ne peut pas sommer les 2 moments en des points différents. Donc si par exemple le torseur est écrit, je vais dire en C, ça sera moment 1 en C plus moment 2 en C. Donc il faudra utiliser une loi de Varignon pour passer celui-là donc au point C, une loi de Varignon pour passer celui-là au point C et les sommer en C. Alors j'aurais très bien pu écrire la somme en A, à ce moment-là on passait celui-là en A. J'aurais très bien pu écrire celui-là en B, auquel cas on passait celui-là en B. Voilà. Donc sommer 2 torseurs, c'est pas compliqué. On somme les résultantes et on somme les moments au même point. Alors il a été aussi défini la multiplication de torseurs. Donc la multiplication de 2 torseurs, je prends les 2 mêmes torseurs que je viens de définir à l'instant, donc les 2 torseurs ici. La multiplication de 2 torseurs, donc T1 fois T2, c'est par définition, regardez bien, la somme des produits scalaires croisés. Donc c'est défini comme ceci. C'est-à-dire que l'on fait R1 scalaire M2 plus R2 scalaire M1. Alors, vous voyez que j'ai laissé là et là un trou. Donc dans ce trou, nous allons évidemment, donc ça je ne vais pas le démontrer, hein, ça peut se démontrer facilement avec la loi de Varignon, donc exprimée précédemment, il faut absolument que ça soit exprimé au même point. Donc là je vais l'appeler P. C'est-à-dire qu'ici vous mettez A et A, B et B, C ou C, etc.
Et en fait, cette quantité obtenue, je vais appeler C, C comme comoment, est un réel qui ne dépend pas du point. Donc le comoment de torseur ne dépend pas du point, donc ça peut se démontrer facilement. Il suffit tout simplement d'écrire A et A ici, ensuite de faire un varignon, de passer A en B, on va s'apercevoir que c'est la même quantité. Bon, vous pourrez le faire si vous voulez. Donc la multiplication de deux torseurs est un scalaire, déjà, parce que c'est un produit scalaire, donc c'est une quantité réelle, qui est indépendante du point où on fait ce calcul. Bon, l'application, on verra ça plus tard, c'est que le comoment de deux torseurs particuliers en mécanique, c'est la puissance, et le comoment de deux torseurs particuliers en mécanique, c'est l'énergie cinétique. Et la puissance et l'énergie cinétique ne dépendent pas du point, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est la base pour définir les torseurs. Bon, on pourra en parler des heures. Je vais clôturer cette petite vidéo sur les torseurs par les torseurs particuliers que vous devez connaître. Donc là, comme tout mon cours de maths, on étudie maintenant les cas particuliers. Vous avez deux vecteurs, la résultante et le moment. Donc premier cas, les deux vecteurs sont nuls. Conclusion, on va appeler ça le torseur nul, tout simplement. R est nul et le moment est nul, donc il sera vrai en tout point. Parce que de toute façon, si vous calculez le babar, le moment en un point A, qui est égal au moment en B, par exemple, qui est déjà nul, plus AB vectoriel R, c'est 0, donc il sera nul partout. Premier torseur. Deuxième torseur. Je vais annuler la résultante. Le moment, ici, je vais l'appeler moment donc en P, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un torseur couple, par définition. Donc le torseur couple, c'est un torseur tel que la résultante est nulle, et donc le champ de moment, ici, à droite, va être lui constant, car indépendant du point. En effet, si vous l'écrivez en A, vous aurez le moment en A. Si vous le calculez en B, moment en B égale moment en A, plus BA vectoriel 0, donc moment en B égale moment en A. Donc c'est un torseur assez simple aussi, puisque nous avons pas de résistance et un champ de moment qui devient un champ constant qui est indépendant du point. D'accord? Dernier torseur, très important, donc c'est l'inverse là. Nous avons une résultante et pas de moment. Donc là, on va s'y attarder un peu. Alors celui-là a été appelé initialement torseur à résultante, il n'y a pas de moment, et on appelle ça maintenant un glisseur. Le glisseur est assez particulier parce que quand on écrit ça, vous avez l'impression qu'on écrit que le champ de moment est nul en tout point de l'espace. Ce n'est pas ce que j'ai écrit pour l'instant. Pour l'instant, nous avons écrit que le champ de moment était nul au point A. Conclusion. Ce qui veut dire que si je dessine ce torseur au point A, j'ai une résultante. OK? Donc ça, c'est le vecteur de gauche, qui est toujours constant, etc. Et là, le moment en A, je ne peux pas le dessiner puisqu'il est nul. Donc le moment en A est nul. On va définir cette droite, très importante, qui est tout simplement la droite, que je vais appeler delta, qui est en fait la droite qui passe par A et qui est portée par R. Cette droite s'appelle l'axe du torseur. Bon, là, c'est l'axe du glisseur. Si je prends maintenant un point B, quelconque, c'est la figure de tout à l'heure, que je calcule le moment en B, c'est le moment en A, qui est nul, bon, donc je ne peux pas dessiner puisque c'est nul, plus BA vectoriel R. Là, si je construis BA vectoriel R, vous aurez un vecteur qui est non nul. Par contre, si je prends le point B, je vais l'appeler P, sur cette droite, le moment en P est égal au moment en A, qui est nul, plus PA vectoriel R, donc conclusion, un varignon nous prouve que le moment en P est égal au moment en A, pour P appartenant à delta. Et comme le moment en A est nul, nous trouvons 0. Donc ce qui veut donc dire qu'en tout point de l'axe, je vais l'écrire ici, quel que soit P appartenant à delta, delta étant défini par cette droite, le champ de moment est nul. Donc le glisseur, c'est un peu pour ça qu'on parle de glisseur, au niveau du nom, ça glisse, c'est-à-dire que je vais mettre une couleur pour
qu'il se voit. Si je prends un point ici, que j'appelle C, vous aurez toujours la résultante. D'accord ? Et le moment en C est nul aussi. Donc en tout point de cet axe, le torseur a cette forme. Par contre, si vous n'êtes pas sur l'axe, là, vous aurez un moment non nul. Voilà. Donc voilà, mathématiquement, ce petit cours sur les torseurs est terminé. Je vais en application, donc pour celles et ceux, donc les deuxièmes années, qui ont déjà vu la cinématique et la statique, parler des torseurs cinématiques et statiques. Pour les premières années, ça sera vu plus tard. Donc, si je prends l'application en cinématique, le torseur dit cinématique est noté comme ça, V rond à l'ancienne. On parlera du torseur cinématique du solide S par rapport au repère R. Vous avez deux vecteurs. À gauche, c'est le vecteur rotation. Donc, conclusion, ça veut donc dire que le vecteur rotation est la résultante. Et nous avons ensuite, à droite, le vecteur vitesse, donc par exemple du point A, partant à S, par rapport à R. Puisque nous avons prouvé en première année que la vitesse de B est égale à la vitesse de A plus BA vectoriel R. Donc on voit, par rapport au petit cours qu'on vient de faire, qu'on a bien une relation Babar, BA, BA, R, d'accord ? Et donc un varignon. Alors j'ai mis R, mais en fait ce n'est pas R, pardon. C'est le vecteur oméga. Donc ça c'est le cours de cinématique. Donc, puisque nous avons une relation de varignon, une relation de Babar, nous pouvons définir un torseur, ce que je viens de faire ici. Donc dans ce torseur, la résultante, on peut parler de résultante cinématique. C'est très important de bien unifier les notations. C'est tout simplement oméga de S dans R, c'est-à-dire le vecteur rotation et la résultante. Et le moment, c'est un peu gênant pour un mécanicien de s'exprimer comme ça, mais mathématiquement, on pourrait s'exprimer comme ça. Le moment cinématique, alors moment entre guillemets, est en fait le champ des vecteurs vitesse. Et si je veux calculer la vitesse de B, j'utilise la loi de Varignon, tout simplement. Et en plus carrien, donc en coordonnées plus carriennes, donc verticales, au point A dans la base B, on pourrait très bien dire oméga x, oméga y, oméga z, Vx, Vy, Vz. Donc, normalement, si je dis de 2 par rapport à 1, je rajoute ici 2, 1, 2, 1, 2, 1, etc. Bon, ça, on le voit en cinématique. Mais qu'est-on en train de dire quand on écrit ça? On est en train de dire tout simplement que le vecteur rotation a 3 composantes, oméga x, oméga y, oméga z. Et le vecteur vitesse a 3 composantes, Vx, Vy, Vz, qui dépendent du point. OK? Donc ça, c'est en cinématique. Si je passe maintenant en statique, on donne des forces et des moments. OK. Donc, cours de statique de première année, donc deuxième semestre. Nous avons le moment des forces, donc le moment en B d'une force F, d'accord, va être égal, qui alors s'applique au point M. Donc là, il faudrait tout dessiner, c'est-à-dire qu'au point M, vous avez une force F. Le moment en B, par définition, c'est BM vectoriel F. Ça, c'est la définition. Et si je fais un châle, on va tout simplement trouver BA, ici, BA plus AM, BA plus AM, et AM vectoriel F, vous l'avez, c'est la même chose que le moment en B, mais en A. Donc nous avons en fait immédiatement, le moment en B est égal au moment en A, plus BA vectoriel F. Donc on voit aussi pour les champs de moment des forces une relation dite antisymétrique. Bon, de toute façon, par le moment où vous avez un produit vectoriel dès le départ, vous faites un châle, vous arrivez à ça automatiquement. Donc on verra que justement en cinétique et en dynamique, c'est la même chose. Conclusion, je peux définir un torseur, dit statique, d'accord ? Donc là, ce serait normalement le torseur d'action de quelque chose sur autre chose, de I sur J. Bon, là, je le fais très rapidement.
Et en fait, nous allons avoir deux vecteurs. Nous pourrons mettre à droite le champ de force qui, lui, ne dépend pas du point, et à gauche, pardon, et à droite, le champ de moment des forces. Donc ça sera le torseur dit statique. Donc voilà deux applications. Torseur qui peut être écrit en notation verticale, de la même façon, au point A dans l'impasse B. Donc vous auriez de façon simple les forces sur X, Y, Z, d'accord, et les moments. Donc là, je vais écrire M rond, M rond, M rond, X, Y, Z, en A, en A, en A. Donc, toujours pareil, on dit que la résultante, alors là, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, donc nous aurions la notion de résultante dite statique. Donc la résultante statique, donc là ça va tout simplement être les forces, et le moment, donc statique, qui serait en fait le champ de moment des forces. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous montre ce petit cours théorique sur les torseurs avec l'application cinématique en statique. Et donc nous allons ensuite, pour la suite du cours, définir le torseur dit cinétique et le torseur dit dynamique. Voilà. J'espère que vous avez pu suivre cette vidéo dans de bonnes conditions. Et je vous dis à bientôt.